Et je n'ai pas tout... Ça, c'est juste une introduction, parce que parfois, quand on prend une image d'un chat, une photo d'un chat, et l'ordinateur, le modèle me dit ça, c'est un chat. Comment je décompose l'image de chat et comment je décompose la décision? Il y a beaucoup de techniques, pas une seule. On peut utiliser, par exemple, la série de Taylor. Donc, il y a beaucoup de formulations mathématiques, mais on va aller doucement. À chaque fois, Et puis, est-ce que je peux utiliser seulement ce qui me permet de dire que c'est un chat? Ou alors, je peux utiliser aussi ce qui me dit que ça, c'est pas un chat. C'est-à-dire que je dois détecter dans l'image ce qui me dit que c'est pas un chat. Parce que un peu les pixels dans une image, soit ils collaborent pour dire que c'est un chat, soit ils collaborent pour dire que c'est un chien, et donc c'est pas un chat. Et c'est intéressant de trouver quels sont les pixels dans une image qui permettent de dire non, c'est pas un chat, c'est autre chose. Et parfois, on entraîne le réseau de neurones, ou bien on essaie de découvrir quelles sont les couches qui disent que non, c'est pas un chat. Pour bien comprendre. Il ne suffit pas de déterminer, c'est-à-dire un peu la décision positive, mais trouver les pixels qui ferait que... et puis, autre chose, au début, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que moi, ce qui m'intéresse personnellement dans l'explicabilité, c'est pas seulement le fait que c'est éthique, c'est légal, etc. Mais ça me permet de mieux comprendre le machine learning et le deep learning, etc. C'est comme si je fais une chirurgie. C'est comme pour le cerveau humain. Les neurosciences, les sciences cognitives, etc., ils permettent de mieux comprendre. Après, je peux améliorer, je peux faciliter l'apprentissage des élèves, dans ma vie, je peux gérer même un peu mon comportement différemment parce que je sais que je peux avoir un esprit critique, parce que je sais que mon cerveau il fonctionne ainsi, donc je ne dois pas le suivre dans certaines situations, etc. Donc le fait de comprendre comment un réseau de neurones fonctionne, c'est intéressant, pas seulement parce que je dois expliquer, mais c'est parce que je dois faire de la science. Et la science, c'est pouvoir expliquer les choses. C'est ça la science. Donc faire de la science sur les réseaux de neurones, sur le machine learning. Comme on fait de la science sur la Terre. Il y a par exemple un séisme. Faire la science sur le séisme, c'est comprendre pourquoi on a eu ce séisme. Quels sont ses effets, comment je peux le caractériser, est-ce que je peux le prédire, etc. Donc l'explication, finalement, le XAI, c'est une science des réseaux de neurones ou de l'intelligence artificielle, pour que ce ne soit pas seulement bêtement on les utilise. Et c'est un peu ça, moi, qui m'intéresse dans l'explicabilité des réseaux de neurones en particulier. Et donc, parmi les applications, si on prend, regardez, vous avez des visages, il y a deux personnes qui sont réelles, et puis une personne qui est une fake person, donc qui n'est pas réelle, juste générée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, comme on peut truquer une image qui, pour nous, il paraît comme stop, etc. C'est un exemple classique. Il y a aussi un exemple qui justifie qu'il faut expliquer pourquoi. Adversarial, donc on peut utiliser des trucages adversarial. C'est-à-dire, voir comment, et ça aussi c'est une utilisation. Parfois, le fait de comprendre comment le réseau de neurones prend une décision, je peux tricher. D'accord. Et on triche dans certaines plaques de signalisation. Pour moi humain, je vois exactement l'image comme c'est stop. Mais pour l'ordinateur, parce que j'ai un peu bruité l'image, il va considérer que c'est pas stop, mais c'est de la priorité, par exemple. C'est l'exemple qu'on trouve souvent sur Internet. Là, regardez le monsieur au milieu. Pour nous, c'est la même chose. Mais pour le machine learning, pour un réseau de neurones, quand il va produire la heatmap, il va détecter qu'il n'a pas les mêmes yeux que les autres. Pour nous, ce n'est pas perceptible. Mais pour la machine, donc c'est intéressant aussi
de voir est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est vrai. D'accord? Le réseau de neurones, il a la capacité un peu de fouiller avec les algorithmes d'explication des réseaux de neurones. D'autres applications, c'est que souvent, on veut créer, par exemple, une chaise roulante, ou bien un bras qui communique avec le cerveau humain, un bras artificiel. Et donc, on doit comprendre, donc, pour l'interaction en machine, on doit comprendre comment la boîte noire fonctionne pour que je puisse reproduire le bras ou qui vraiment interagit avec la boîte noire. Je ne peux pas mettre une main artificielle, d'accord, mais ça peut être général, parce que dans un robot, mais là, on parle de biotechnologie, biomedical engineering. Donc, si je mets un bras artificiel ou je veux comprendre le cerveau de quelqu'un pour l'aider ou pour guérir de certaines lésions, donc l'IA que je vais utiliser, je dois la comprendre pour créer l'interaction. Comme j'ai dit, si je ne comprends pas, je ne peux pas créer l'interaction avec le cerveau humain. Voilà, donc c'est tout aujourd'hui, mais il y a après, peut-être la prochaine fois, on peut aller dans les détails des algorithmes et surtout l'implémentation. Il y a beaucoup de blogs qui expliquent les choses, qui donnent le code, beaucoup de blogs. C'est pas ce qui manque. Il y a aussi des livres. Il y a des vidéos aussi, des cours. Comme j'ai dit, je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas, parce que après, il faudrait qu'on aille doucement. Voilà, donc si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup, Jawad, pour, comme d'habitude, la richesse de la présentation. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? J'ai une question, si vous permettez. Si vous revenez au slide du chat, là, s'il vous plaît. Du chat. Du chat. Celui-là. Donc, vous avez dit qu'il y a un modèle mathématique qui permet de remonter la chaîne donc, dans le sens inverse et retrouver les pixels qui sont à l'origine de la valeur qu'on trouve x9. Oui, la décision. De 0,9. De la décision, voilà. Est-ce qu'on peut avoir juste un mot là-dessus? Ah oui, bien sûr. Comment retrouver les pixels qui sont à l'origine de la valeur? Donc, tout simplement, je prends la décision qui est là, qui a une valeur, par exemple 0,9. 0,9, il vient d'où? Il vient d'ici. Donc, je vais la distribuer ici. Comment je la distribue? Là, c'est des maths. C'est une formule, parce qu'il y a les poids, et puis, parce que le 0,9 que j'ai ici, il vient d'un calcul. Je linéarise, j'applique relu, etc. pour obtenir ici. Donc, je peux remonter. Et le fait de remonter, il y a différentes techniques mathématiques. C'est pour ça que j'ai dit, on va pas... regarde, on peut imaginer que ce RF qui est là, c'est l'image d'une fonction du chat. Regarde, on va voir en haut, pas en bas, parce qu'en bas, c'est la solution. D'accord? Donc, c'est l'image de ça. Donc, il y a deux manières. Il y a une méthode qui utilise un peu la décomposition en série de tel ordre, en considérant que ce RF, c'est une fonction G des différents pixels, et donc je développe. Et il y a une autre qui va layer by layer jusqu'à remonter ici. Donc, j'ai ça, je la distribue ici. Il y a une formule qui me dit comment je fais. Donc, cette formule assez... pas très compliqué, mais assez compliqué, où j'utilise les poids, là. Donc, il contribue à... Et il y a aussi un peu des règles. C'est que RF, je dois avoir la somme des relevances au niveau de cette couche. Il doit me donner la valeur que j'ai ici. Et puis, je remonte encore. Et puis, je remonte. Et je remonte. Ce n'est pas facile à expliquer ici, parce que les réseaux ils peuvent être convolutifs, et il y a les kernels, et puis il y a la composition, mais c'est des calculs simples. Quand j'ai un réseau de neurones convolutif, c'est que je prends un kernel, un noyau, je prends, etc. Mais ce qui est intéressant, et ce qui est sûr, c'est que
la contribution que j'ai ici, la valeur que j'ai ici, le RF, la relevance, on appelle ça relevance, je l'obtiens à partir de neurones qui sont ici. Et puis, ce que j'ai ici, chaque neurone, pas l'ensemble, chaque neurone, je l'obtiens à partir des combinaisons des neurones qui le produisent d'une certaine manière. Et puis les autres. Et je prends donc l'ensemble et je dois avoir la somme de ce neurone, comment je vais l'appeler, RJ5 par exemple. Parce que, regardez, je vais m'intéresser à RI et RJ. Supposons que j'ai réussi à avoir un peu la relevance de chaque neurone. Je vais le prendre individuellement. Le RJ. D'où vient la valeur de RJ? Est-ce que vous pouvez me répondre? Le RJ, d'où vient sa valeur? Toutes les connexions avec la couche. Voilà. Par exemple, le RJ, supposons que je prends celui-là, parce que le vecteur, ça c'est le vecteur, je prends celui-là. Il vient des trois auxquels il est lié. Et donc, qu'est-ce que je fais? En fonction des poids, en fonction de la fonction d'activation utilisée, en fonction d'un certain nombre de choses, je vais distribuer la valeur qui est là entre ces trois. D'accord. De façon à ce que la somme de la relevance ici, de poids, doit correspondre à celui-là. Et puis, ce qui est là, je le distribue sur ceux qui lui précèdent et qui sont connectés à lui. De façon aussi à ce que la somme distribuée ici corresponde à celui-là. La même chose celui-là. Et donc, la somme de toutes les valeurs ici, il va être égal à la somme de chaque layer transporte en lui la même relevance, la même valeur. Bien sûr, là, j'ai pris seulement un chat, mais j'aurais pu prendre chat, chien, etc. Et je dis que la valeur du chien, il vient d'ici. Et la valeur du chien, et je la distribue, etc., jusqu'à ici. Et puis, pour dessiner la heatmap, qu'est-ce que je fais? Je normalise, etc., et je dessine. Je mets, par exemple, le maximum, je mets en rouge, et après, je peux mettre du bleu. Le bleu, c'est quoi? Mais c'est autre chose. Hein. Le bleu, c'est ce qui dit que c'est pas un chat. Ce qui contribue à éliminer le fait que ce soit un chat. Mais, M. Jawed, je ne sais pas si c'est clair. Pour la probabilité... Une valeur ici, je dois le distribuer sur le neurone d'avant. Et puis, je dois le distribuer sur le neurone d'avant. Et puis, sachant que je dois avoir la somme, ce que j'ai ici comme RF, il est égal à la somme ici, égal à la somme, égal à la somme. Comment je fais ça? Il y a différentes manières. Parfois, j'utilise des gradients. Parfois, j'utilise seulement des formules. Parfois, j'utilise, comme je dis, un peu la décomposition de tel ordre. Mais la prochaine fois, on verra. Donc, peut-être la semaine prochaine, pour chaque exemple, pour chaque technique, on dit voilà la formule mathématique, mais ça ne va pas être facile. C'est pas facile. C'est pour ça, je préfère quand même que chacun de nous a une éthique et il y a donc code formule mathématique et il s'appuie sur un exemple. Et les explications. D'accord. Mais c'est très intéressant. Et ça va permettre de mieux comprendre ce qu'on fait. Même si les gens qui ne s'intéressent pas à l'IA, donc à AI, à l'explicabilité des réseaux de neurones, ils vont très bien comprendre comment fonctionne un réseau de neurones tout court. Parce qu'on est obligé de bien comprendre pour pouvoir comprendre. Ça, c'est une couche supplémentaire.